bienvenue sur Média Basque. 70% de la population est éligible à un logement social au Pays Basque Nord. Alors que la durée moyenne d'attente est de 11 mois en Nouvelle-Aquitaine, elle est de 27 mois sur le territoire basque. Et moins d'une demande sur 10 aboutit. À l'approche des élections municipales et communautaires qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains, Média Basque donne la parole à des membres de la société civile afin de décrypter les enjeux d'une dizaine de grands thèmes d'actualité sur notre territoire. Parmi eux, celui du logement, qui est la thématique de l'émission d'aujourd'hui. La crise du logement ne se cantonne pas à des délais de plus en plus longs pour obtenir un logement social. Loyers particulièrement élevés dans le parc privé, prix de vente du foncier et du bâti qui ne cessent de grimper, ou encore pénurie de biens immobiliers accessibles affectent les résidents, faisant de cette question l'une des préoccupations majeures du territoire. Les causes sont multiples et s'additionnent. Parmi elles, la forte croissance démographique, la hausse du nombre de résidences secondaires et de logements destinés à la location saisonnière ou encore la spéculation. Compétente dans la mise en place de politiques locales de l'habitat comme la production de logements sociaux, la régulation des résidences secondaires, l'enrayement des meublés de tourisme ou encore la limitation de logements vacants, les communes comme l'agglomération contribuent à permettre à tous et à toutes l'accès à un logement. Alors, à l'orée de ce scrutin municipal, quelle est l'importance de ce rendez-vous politique vis-à-vis du droit au logement? Comment expliquer la situation de crise dans laquelle se trouve le territoire? Quels leviers existe-t-il à l'échelle locale pour l'enrayer? Porte-parole d'ALDA, association qui milite pour le droit au logement et chroniqueuse pour Média Basque, Malika Perrault est avec nous pour y répondre. Egunon, Malika Perrault. Egunon, Émile Eschker pour l'invitation. Si nous avons choisi aujourd'hui de tourner cette émission dans les locaux d'Habitat Sud-Atlantique à Bayonne, qui est un office public de l'habitat rattaché depuis 2017 à la communauté d'agglomération, c'est parce que c'est un acteur majeur du logement social au Pays Basque. La loi SRU impose pour les communes de plus de 3500 habitants d'avoir 25% de logements sociaux. Au Pays Basque, seule une commune la respecte, Bayonne. Quel regard vous portez sur ce chiffre? C'est particulièrement problématique. Aujourd'hui, quand on est locataire au Pays Basque, on se retrouve devant une double voie sans issue. Soit on veut se loger dans le parc privé, mais les loyers sont très chers, le parc est saturé. Soit, si on a les revenus qui le permettent, on essaye de rentrer dans le parc social. Et là encore, c'est l'impasse, puisque, vous l'avez dit, dans les derniers chiffres, c'est une demande de logement social sur 12,5 qui aboutit, c'est très peu. Et on connaît en Nouvelle-Aquitaine, on connaît au Pays Basque les délais les plus longs de Nouvelle-Aquitaine. C'est 27 mois d'attente. Emmanuel Cos, ancien ministre du Logement, qui est venu à l'événement de la journée du droit au logement à Ossolane en octobre de cette année, l'a souligné, c'est un des endroits dans l'Hexagone où la situation est la plus tendue. Donc, ne pas respecter la loi SRU, déjà, il faut souligner que la loi, elle n'est pas c'est pas une option, hein. Toutes les communes doivent respecter la loi SRU quand elles y sont assujetties et donc accomplir cet objectif de 25% de logements sociaux. Ne pas le respecter, c'est extrêmement problématique. D'autant qu'en plus, il y a un biais dans le calcul de la loi SRU, puisque les 25% de logements sociaux, ils sont calculés sur les résidences principales. On ne tient pas compte des résidences secondaires. Mais ça, c'est un biais, parce que les résidences secondaires sur les communes concernées, elles ne cessent d'augmenter. Qui dit plus de résidences secondaires dit déjà une pression sur le logement, mais aussi moins de mixité sociale. Alors que la loi SRU, l'objectif, c'était la mixité sociale. Et donc, on se retrouve et on risque de se retrouver avec une forme de ghetto de riches dans certaines zones du Pays Basque, alors que l'enjeu, c'est vraiment la mixité sociale. Là, pour vous rendre compte, et on considère que c'est pas normal, dans certaines communes SRU, il y a plus de résidences secondaires que de logements sociaux. Et ça, c'est vraiment un problème. Et la plateforme Airbnb, donc, qui est cette plateforme qui réunit 40 organisations qui défendent le droit au logement, appelle à prendre en compte l'ensemble des résidences quand on calcule la part de logements sociaux qu'il faudrait construire dans chaque commune. En 2021, la CAPB a adopté son premier plan local de l'habitat, alors qu'il visait la production de 785 logements
sociaux locatifs. 560 logements ont été produits sur la période 2021-2023. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est effectivement insuffisant, il faut, avoir conscience des contraintes. Il y a des contraintes qui ne relèvent pas que, des bailleurs sociaux ou des communes, mais qui sont le résultat, d'années de désengagement de l'État, fruit d'une politique néolibérale qui est en train d'essayer de saper les acquis sociaux qu'on pouvait avoir en matière de logement. L'État là, pour le simplifier, le dire de façon triviale, fait les poches, des bailleurs sociaux puisque il a demandé aux bailleurs sociaux de compenser la diminution des APL. Donc rappelez-vous, en 2017, Emmanuel Macron, président, diminue les APL, ce qui allait évidemment poser un problème pour certains ménages pour boucler leur loyer dans le parc social. Et il a demandé aux bailleurs sociaux de compenser, c'est ce qu'on appelle la réduction de loyer solidarité. La conséquence, c'est quoi? C'est que c'est moins de fonds propres pour les bailleurs sociaux. Puisqu'ils sont obligés de compenser la défaillance de l'État, et c'est moins d'argent que du coup ils peuvent pas investir dans la production de logements sociaux. Donc ça, c'est un problème. Après, même si on a conscience de ces contraintes, on observe quand même un manque criant de volontarisme de certaines communes. Il y a un vrai engagement d'avoir du volontarisme politique pour créer plus de logements sociaux. Et tout en précisant, et ça c'est important parce que on entend souvent le discours de dire il faut produire plus, oui, mais attention, dans quelles conditions? C'est-à-dire que l'enjeu, c'est vraiment de répondre à un double impératif qui est la crise du logement d'une part, la crise écologique de l'autre, c'est-à-dire que on ne peut pas continuer de produire en allant grignoter plus de terre. Donc il faut répondre à ce double enjeu et réussir à produire du logement, par exemple en construisant de la ville sur la ville, et aussi en s'assurant à ce que aucun logement social, par exemple, aucun euro d'argent public n'aille financer, ne se retrouve un jour dans le marché spéculatif. J'explique, c'est-à-dire que là, il faut produire, donc soit du logement social en locatif, et donc là, il faut du locatif social, du locatif très social, il y a différents paliers, et il faut réussir à produire ces différents paliers pour pouvoir loger tout le monde. Et pour l'accession sociale, qui permet aux revenus, aux ménages un peu modestes de pouvoir accéder à la propriété, ce qu'on comprend avec l'envie d'accéder à la propriété. Là, il faut s'assurer qu'il y ait des mécanismes anti-spéculatifs pour qu'un jour, dans 15, 20, 30 ans, ces logements ne se retrouvent pas dans le parc spéculatif. Il y a des outils pour ça, notamment le bail réel solidaire, BRS, qui se fait beaucoup au Pays Basque. L'encadrement des loyers est une expérimentation qui devrait prendre fin en 2026. C'est un dispositif qui vise à modérer l'augmentation des loyers dans les zones où il existe une tension locative. Il est du ressort de l'agglomération de candidater. La CAPB l'a fait. Selon vous, est-ce que c'est une expérimentation qu'il faudrait prolonger? Alors, oui, tout à fait, et un grand oui. L'objectif de l'encadrement des loyers, c'est quoi? C'est stopper l'envolée des prix. Et donc, il faut se rappeler un petit peu de la situation qu'on connaît ici. Dans la zone 1 du périmètre que l'agence d'urbanisme, l'ODAP, définit, la zone 1, c'est Anglette, Biarritz, le loyer médian est à 12,8 € le mètre carré. Bon, alors en valeur comme ça sonne peut-être pas, c'est très élevé. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'en 10 ans, dans la zone tendue, le loyer médian a augmenté de 12%. C'est énorme. On était face à une flambée des prix. L'encadrement des loyers, il vient faire quoi? Il vient stopper cette envolée des prix, figer les prix. Et ça marche. Il fallait faire quelque chose. C'était vraiment une demande de la société civile. Et il y a eu un volontarisme de certains élus de la communauté d'agglomération qui a permis que le Pays Basque candidate et puisse faire partie des petits derniers qui sont rentrés dans cette expérimentation. À Alda, qui accueille et soutient des personnes qui viennent nous voir parce qu'ils ont des difficultés dans leur quotidien et surtout par rapport au logement. On a reçu jusque-là, depuis l'entrée en vigueur du dispositif, 144 sollicitations de gens qui voulaient corriger le loyer illégal dont ils étaient victimes. Et de tête, ça a permis une diminution de 45 500 € pour les cas qui ont déjà pu aboutir.
Donc c'est énorme, c'est une moyenne de plus de 2 000 € par locataire sur l'année d'économie. Là, par exemple, très récemment, il y a une colocation de 4 personnes à Hendaye qui a pu faire baisser son loyer de 300 €, un demandeur de logement qui a obtenu une diminution de 194 € par mois, hein. Mais donc vous imaginez ce que ça représente pour le portefeuille des locataires. Donc c'est une mesure vraiment bénéfique, nécessaire et donc qui doit être pérennisée. Et d'ailleurs, c'est important de préciser que les démarches pour faire corriger son loyer illégal, elles sont pas forcément laborieuses quand on est un locataire concerné par ça. Une grande partie des situations se résolvent à l'amiable, c'est-à-dire les locataires qui rappellent à leur propriétaire que le loyer n'est pas légal et le propriétaire qui rentre dans les clous. Ensuite, si ça marche pas de cette façon-là, c'est possible de se faire accompagner par une association notamment pour engager les démarches qui aboutissent à une réduction du loyer. C'est une expérimentation qu'il faudrait prolonger telle quelle ou est-ce que quelque part elle est perfectible? Alors, bon, déjà, même telle quelle, le premier enjeu, ça va être son application. Parce qu'au Pays basque, ça fait 1 an qu'on a l'encadrement des loyers. On s'aperçoit que tout le monde ne l'applique pas. On avait donc la Fondation pour le logement a sorti son baromètre annuel qui évalue un peu le respect des annonces en ligne de l'encadrement des loyers et qui voit qu'au Pays basque, il y a 38% des annonces qui dépassent les plafonds fixés par décret. Et ça, c'était en septembre. Donc, on voit qu'il y a encore trop d'annonces qui dépassent. Donc, le premier enjeu, ça va être évidemment de le respecter dans sa version actuelle. Après, c'était donc une expérimentation que nous, on peut voir ici depuis 1 an et qui nous a permis de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et nous, côté ALDA, on a fait un petit peu cette liste de ce qui marche pas et des pistes d'amélioration qu'il faudrait pour améliorer le dispositif. Et on a pu le plaider, on a été auditionné à l'Assemblée nationale, le plaider dans le cadre de la mission d'évaluation qui est en cours commandée par le Premier ministre pour justement dire à partir du terrain, de l'expérience concrète des locataires, ce qu'il faudrait rectifier dans la loi. On identifie un certain nombre de choses, mais parmi les premières, il y a changer la responsabilité de qui doit demander la rectification du loyer illégal. Aujourd'hui, il y a 2 options, c'est le locataire ou l'autorité publique. Mais évidemment, quand c'est le locataire, ça peut être un peu compliqué. Et puis pour le propriétaire, c'est psychologiquement pas du tout le même effet. S'il reçoit une lettre de la préfecture lui disant « votre loyer illégal, respectez la loi », que si il reçoit une demande de son locataire. Nous, ce qu'on craint et ce qu'on ne veut pas voir, c'est des menaces qui peuvent être faites sur les locataires avec des menaces de congé ou le sentiment pour le locataire que les relations pourraient se détériorer. Ça, évidemment, ça peut exister et c'est un vrai frein à l'application de la loi et c'est pour nous pas normal. Autre chose à améliorer, c'est évidemment encadrer plus strictement ce qu'on appelle le complément de loyer. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, le préfet fixe des plafonds de loyer qui n'est pas possible de respecter, sauf cas exceptionnel si le propriétaire estime que son bien a des caractéristiques exceptionnelles par rapport aux autres biens similaires dans la zone. Et en fait, là, on s'aperçoit au Pays basque, et pas que au Pays basque, qu'il y a une interprétation très large des caractéristiques exceptionnelles des biens, ou alors tous les biens sont devenus particulièrement exceptionnels, mais non, c'est faux. Et donc des propriétaires qui essayent d'appliquer des compléments de loyer abusifs. Et donc ça, c'est extrêmement problématique. C'est pour nous une façon de déroger complètement à la loi. Et pour ça, il faudrait plus d'encadrement. Encadrer le montant du complément de loyer, par exemple, que le propriétaire doit fournir un dossier pour prouver en quoi une machine à laver, ça rend son logement exceptionnel, ou voilà, quelles les caractéristiques qui pourraient rendre son logement exceptionnel. Donc voilà, contraindre comme ça. Et puis aussi, étendre les délais de recours pour contester ce complément de loyer. Parce qu'on peut contester le loyer, mais on peut aussi contester le complément de loyer. Par contre, pour contester le complément de loyer, on n'a que 3 mois, ce qui n'est pas du tout normal, parce que quand on est locataire, on n'est pas forcément informé de ses droits, et donc avoir 3 mois pour se retourner, c'est vraiment très court. Et troisième enjeu,
c'est la commission départementale de conciliation. Alors ça, j'explique un peu, mais aujourd'hui, dans la procédure, si la négociation à l'amiable avec votre propriétaire ne fonctionne pas, vous devez, avant de passer devant le juge, aller devant ce qu'on appelle la commission départementale de conciliation, qui va essayer de trouver une négociation à l'amiable encadrée. Le problème, c'est que cette commission, elle siège à Pau. Alors, quand on est locataire, que déjà engager des démarches, ça peut sembler difficile, laborieux, se dire qu'il va falloir aller à Pau alors que ça coûte de l'argent, ça prend du temps, pour nous, c'est un vrai frein et donc on demande à ce que cette commission puisse siéger au Pays Basque pour que les locataires du Pays Basque aient les mêmes droits que ceux qui sont à Pau. Voilà. Dans leur rapport parlementaire, Iñaki Etxaniz et Anaïg Lemeur, les deux députés proposent de donner aux communes la possibilité de mettre en œuvre cet encadrement des loyers. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne chose de pouvoir étendre le dispositif et puis de faciliter la façon dont on peut on peut appliquer l'encadrement du loyer. Nous, on appelle vraiment pour une pérennisation de l'encadrement des loyers parce qu'il faut faire extrêmement attention. On est dans un moment charnière puisque l'expérimentation doit prendre fin en novembre 2026, vous l'avez dit, et donc c'est maintenant que ça se joue pour que l'Assemblée nationale vote sa pérennisation. Et donc ça, c'est important. Et donc cette pérennisation, elle doit permettre d'améliorer la loi. Je vous ai fait un peu la liste des grands points qui nous sembleraient importants. Et puis, elle doit permettre aussi à élargir son application. C'est ce que proposent les députés Etxaniz et Lemeur, et qui est effectivement une bonne chose. Aujourd'hui, une commune, pour candidater, elle doit attendre un accord ministériel, et donc ça, forcément, c'est un frein. Là, il faudrait que les communes puissent décider d'elles-mêmes si oui ou non elles veulent appliquer l'encadrement des loyers. Une autre mesure mise en place par l'agglomération, c'est celle de la compensation. Est-ce que vous pouvez rapidement expliquer en quoi elle consiste ? Alors, la compensation, ça consiste dans les communes de la zone tendue à ne pas pouvoir transformer un logement en meublé de tourisme permanent, donc type Airbnb, à moins de compenser, c'est-à-dire de produire un logement destiné à l'habitation dans la même zone, avec les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire même surface, même quartier, etc. Ça a quel objectif ? Donc c'est une mesure qui est en place depuis 2 ans qui avait pour objectif premier de stopper l'hémorragie qu'on connaissait. C'est-à-dire qu'en fait, la crise du logement, on la connaît tous, elle a plusieurs facteurs et l'un d'entre eux, c'était la transformation des logements en meublés de tourisme. On s'est rendu compte que entre 2016 et 2020, donc seulement en l'espace de 4 ans, il y avait eu une augmentation de 130% des meublés de tourisme sur cette zone. Donc c'est énorme. Et si on ne faisait rien, on allait se retrouver à continuer à perdre chaque année des milliers et des milliers de logements qui autrefois étaient habités par la population. Donc, le règlement de compensation a permis de corriger cela et de stopper net l'hémorragie. Et alors, en ce moment, on entend plein de choses parce qu'on est aussi dans une période électorale où on essaye de tordre les chiffres comme il nous arrange. Mais là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'hémorragie est stoppée. C'est-à-dire que la première année d'application du règlement de compensation, il y a eu 2 autorisations de changement d'usage. Et la deuxième année, il y en a eu 3. Et donc, on parle bien là de la mise en location des résidences secondaires et non pas des résidences principales, c'est-à-dire que le propriétaire de sa résidence principale qui voudrait louer de temps en temps en Airbnb son logement pour mettre un peu de beurre dans les épinards, lui, il peut continuer à le faire. Et est-ce qu'avec l'augmentation du nombre de communes situées en zone tendue, il faudrait agrandir le périmètre ? Alors, il y a plusieurs enjeux. Vous avez raison, il y a celui de l'élargissement du périmètre. Il y a aussi d'abord celui de s'assurer que là où il y a la compensation, elle est bien respectée. Donc, il y a un vrai enjeu autour du contrôle et des sanctions à la compensation. Il faut rappeler quand même que ne pas respecter la compensation, c'est risqué gros. Un propriétaire peut aller jusqu'à 100 000 € d'amende par logement frauduleux.
Et il y a aujourd'hui donc les problèmes de fraude classique à la compensation, mais on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles formes de détournement qui sont en train de se mettre en place et par rapport auxquelles nous, on appelle à ce qu'il y ait un vrai contrôle, des vraies sanctions dissuasives. Ces fraudes, c'est quoi? C'est par exemple la fraude à la résidence principale. Donc comme je vous ai expliqué, il est encore possible de louer sa résidence principale quelques jours par an, c'est limité, sans compenser. Eh bien, on s'est aperçu un peu magiquement que plein de résidences secondaires étaient devenues des résidences principales. Ça, c'est illégal et donc il faut le rappeler et puis aussi il faut contrôler et sanctionner. Il y a également des fraudes aux meublés étudiants. Il y a la compensation à une dérogation, notamment, enfin il y en a deux, mais une des dérogations, c'est de dire il est encore possible de faire des meublés de tourisme l'été si pendant l'année on loue à un étudiant. Ça c'est bien parce que ça permet aux étudiants de pouvoir se loger. Ce qui est en revanche moins bien, c'est que il y ait des propriétaires qui essayent de faire des faux beaux étudiants à des gens qui ne sont pas étudiants. Et donc ça fait partie du problème. Et donc pour revenir à la question de l'enjeu du périmètre, oui, ça c'est vraiment un enjeu. L'élargissement du périmètre, c'est une des demandes qu'on fait, nous, aux élus et aux futurs élus des communes concernées. Il y en a 11 qui pourraient être concernés par un élargissement de la compensation. Et demande par exemple qu'on fait au maire de Cambo. Le maire de Cambo justifie l'artificialisation des terres agricoles de Mariénia par la production de logements. Et nous, on rappelle qu'il ne veut pas appliquer le règlement de compensation, il s'est opposé au règlement de compensation qui permettrait de récupérer les 300 meublés de tourisme permanents qu'il y a à Cambo. Donc, il y a un vrai enjeu à effectivement élargir le périmètre. Il y a un deuxième enjeu d'ailleurs, qui est aussi qui a été permis par la loi récente Etchamis-Lemeur votée en 2024, qui est que aujourd'hui, enfin jusque-là, on pouvait louer sa résidence principale 120 jours par an. Et la loi réduit cette durée à 90 jours par an. Et donc, on invite les communes à appliquer ce maximum de 90 jours par an, ce qui est une façon de lutter contre les fraudes à la résidence principale, puisque s'il n'y a que 90 jours par an, ça rend encore moins intéressant de frauder sur sa résidence principale. Le dossier Airbnb fait l'objet d'un fort lobbying auprès des élus aujourd'hui et à contrario, d'autres élus s'y opposent. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport de force ? Je trouve qu'on ne remet pas assez quelque chose en perspective, qui est que dans sa deuxième version, le règlement de compensation, il a été voté à 98% par les élus de la communauté d'agglomération Pays Basque. C'est pas une petite majorité, on a une quasi-unanimité, 98%, ça représente 176 élus communautaires qui ont voté pour. Donc, il y a des voix dissonantes, mais il y a une très forte majorité des élus qui ont permis la mise en œuvre du règlement de compensation. Et ça faisait écho à quoi? Ça faisait écho à un vrai besoin, une vraie demande de la population qui, elle, a envie de pouvoir continuer à se loger à côté de là où elle travaille, à côté de son bassin de vie, de là où elle a grandi, de là où elle a sa famille, de là où elle a ses proches, choses qui sont de plus en plus compliquées quand il n'y a pas de logement disponible et qu'on est obligé d'aller toujours plus loin. Aujourd'hui, environ 20% des logements sont des résidences secondaires au Pays Basque. Comment les municipalités peuvent-elles agir face à l'augmentation de ces logements ? Alors, il y a plusieurs outils, mais ils sont en partie insuffisants. Parmi ces outils, il y a la surtaxe sur la résidence secondaire, qui est d'ailleurs appliquée par les communes qui le peuvent ici. Il y a un nouvel outil qui est permis par la fameuse loi Etchanis-Lemeur que j'ai évoquée, qui est un outil très intéressant qui permet de déclarer des servitudes de résidence principale. Donc, pour être concret, ça veut dire que dans les prochains plans locaux d'urbanisme, dans les nouveaux plans locaux d'urbanisme, il est possible de déclarer qu'il y a certaines zones où il ne sera possible de faire que des résidences principales. Donc, pas de nouvelles résidences secondaires. Ça, c'est un nouvel outil. Mais malgré ça, on manque encore d'outils efficaces pour enrayer le développement des résidences secondaires.
La question de la surtaxe, par exemple, elle a ses limites, puisqu'on voit bien qu'un certain type d'investisseurs, un certain type d'acheteurs de résidences secondaires n'est pas effrayé par le fait de devoir payer une surtaxe. Donc il va falloir faire preuve d'innovation législative et c'est vraiment un phénomène massif à enrayer puisque les résidences secondaires se développent et donc voilà, viennent prendre la place de résidences à l'année. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur la surtaxe appliquée par les communes au Pays Basque? Alors, il me semble que toutes les communes qui peuvent l'appliquer l'appliquent. Elles ne l'appliquent pas toutes au taux maximum de 60%, mais en tout cas, elles l'appliquent toutes. Après, comme je disais, elle ne suffit pas, cette surtaxe. Et donc, il va falloir aller plus loin. La plateforme Eriane BC, plateforme de mobilisation citoyenne populaire sur la question du logement, a d'ailleurs lancé un ultimatum et surveille précisément toutes les résidences secondaires, les résidences principales qui deviendraient des résidences secondaires, enfin qui auraient été transformées comme résidences secondaires, en considérant que c'est une atteinte au droit de vivre et de se loger au pays. ALDA, l'association à laquelle vous appartenez, a toujours milité pour le droit à avoir un logement avant d'en avoir deux. Certains élus, comme le maire de Bayonne et le président de la CAPB, Jean-René Etchegaray, remettent en cause le droit de propriété en demandant un encadrement des prix de vente. EHBay milite pour le statut de résident. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat, Malika Perrault? Ouais. Je trouve intéressant de noter que Jean-René Etchegaray, par exemple, il vient pas d'une famille politique spécialement marxiste et pourtant il porte l'idée d'encadrer les prix de vente et je trouve que ça montre le côté transpartisan et raisonnable de cette mesure. D'ailleurs, encadrer les prix de vente, c'est quelque chose qui est fortement plébiscité par la population au Pays Basque. Dans le dernier sondage en date, c'est 55% des habitants du Pays Basque qui sont favorables à ce que ce soit l'autorité publique qui régule, qui encadre les prix de vente. Donc, on voit que c'est vraiment un des prochains objectifs si on veut mener une politique globale cohérente sur la question du logement et éviter qu'il y ait des trous dans la raquette. Un des prochains enjeux, c'est ça, c'est encadrer les prix de vente. Parce que des prix de vente du foncier et du bâti élevés, ça a pour conséquence quoi? Ça a pour conséquence une flambée du montant des loyers, une flambée du montant des prix du foncier et donc la difficulté à produire du logement social à des coûts raisonnables. Donc ça a des effets en chaîne. Donc c'est vraiment un impératif et nous, côté ALDA, on formule des propositions parce qu'il faut rendre un peu concret qu'est-ce que ça veut dire encadrer les prix de vente. Et donc voilà, il y a des idées sur la table. Par exemple, on pourrait se dire qu'on applique la même logique que celle qu'on applique à l'encadrement des loyers, c'est-à-dire que l'augmentation des prix de vente, elle est régulée elle s'indexe sur un indice qui pourrait être l'indice des coûts de construction. Et donc, elle ne peut pas augmenter au-delà de cet indice en prenant en compte, évidemment, s'il y a eu des travaux, si la maison est ancienne, s'il y a eu des accidents de vie qui expliquent telle ou telle revente à tel moment. Mais en tout cas, voilà, il y a une régulation de l'augmentation des prix de vente. On pourrait aussi taxer les culbutes spéculatives. Alors ça, c'est une proposition qui a été mise sur la table lors de la première édition d'Aosolan, la journée du droit au logement qui a maintenant chaque année au Pays Basque. Et proposition qui a été reprise par le député Peyo Dufo à 2 fois. Donc l'année dernière, l'Assemblée nationale l'avait voté et ça a disparu avec le 49.3. Mais cette année, ça a été aussi voté en commission des affaires économiques, il me semble. Il faudra voir ce que ça donne dans le budget final. Cette proposition, ça consiste à dire que il faut taxer les résidences principales, la plus-value des résidences principales. Aujourd'hui, quand on revend sa résidence principale avec une plus-value, celle-ci n'est pas taxée. Il n'y a que la plus-value des résidences secondaires qui est taxée. Mais donc, il faudrait taxer les résidences principales quand elles sont revendues moins de 5 ans après leur dernier achat. Pourquoi ? Parce que ça, souvent, c'est ce qu'on appelle des culbutes spéculatifs, c'est-à-dire j'achète un bien, je fais des travaux cosmétiques et je le revends le double, le triple sur le marché, et donc je fais une énorme plus-value. Ça nous semble pas normal et on le voit, il y a plein de cas ici au Pays Basque qui relèvent en fait de la prédation spéculative immobilière. Voilà, ça fait partie des idées.
Dans les idées aussi, il y aurait taxer la plus-value quand celle-ci a été permise avec de l'argent public. Parce que, par exemple, c'est aussi une logique d'investisseur, c'est de dire, bon, bah, je vais aller acheter dans telle zone, pour l'instant pas forcément très cotée, mais parce que moi, je sais que plus tard, il y aura un arrêt de trambus, il y aura une piscine qui va faire monter la valeur du bien, et comme ça, quand je la revendrai, il y aura une plus-value. Oui, mais cette plus-value, elle a été faite avec de l'argent public, et donc ce serait très normal qu'une partie de cette plus-value revienne à la collectivité qui, de toute façon, a investi et a permis cette plus-value. Voilà. Et en fait, dans toute cette question-là, ce débat sur l'encadrement des prix, pour nous, il est important de se rappeler quelque chose de fondamental, c'est que le logement, c'est fait d'abord et avant tout pour loger les gens. C'est pas un bien spéculatif. Et donc, c'est pour ça qu'on rappelle régulièrement un slogan qui est historique au Pays Basque, qui est quelque chose de bon sens, qui est que le droit d'avoir un logement devrait passer avant celui d'en avoir deux. Malika Perrault, notre entretien arrive à sa fin. Comme à tous ces invités dans le cadre de cette émission, Mediabasque vous a demandé de formuler vos attentes pour ces élections municipales 2026. Est-ce que vous pouvez nous les lire avant de les insérer dans l'urne qui est face à vous ? Alors, je vais me faire la porte-parole de la plateforme ErianBC que j'ai déjà citée, donc plateforme de 40 organisations qui défendent le droit au logement ici au Pays Basque et qui, en vue des élections, a sorti une liste de 17 mesures pour interpeller les futures candidates et candidats s'ils veulent faire vraiment une politique ambitieuse en matière de logement, donc qui est disponible sur le site et qui est accessible à toutes les futures listes de toutes les futures communes. Et rappeler que parce que pour le logement, c'est pas une mesure qui est nécessaire, c'est justement un arc de solutions qu'il faut mettre en œuvre. Donc la plateforme propose une liste de 17 mesures pour une politique du logement ambitieuse, courageuse, à la hauteur de la crise du logement, qui concerne, donc avec pour objectif de développer le logement social, de réguler les résidences secondaires, d'enrayer la transformation des logements en meublés de tourisme permanent, de protéger le foncier agricole et d'utiliser le droit au logement. Pour le droit de vivre et se loger au pays, des engagements pour le logement. Milège Keranitz, Malika Perrault, Lajter Arte. Vous pouvez continuer de suivre l'ensemble de l'actualité des municipales 2026 en vous rendant sur le site internet de Mediabasque et de Casseta, en écoutant Radio Mediabasque et en lisant Mediabasque l'hebdo. Et notre média étant indépendant de tout pouvoir économique et politique, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, Lajter Arte.